Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision communautaire de l'érable et re-bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous recevons en studio Sophie Bédard, agricultrice de l'année et propriétaire de la ferme Panama située dans la MRC de l'érable. Reconnue pour ses pratiques axées sur le bien-être animal et l'agriculture durable, elle s'est démarquée par son engagement et son innovation dans le milieu agricole. Au cours des centres d'entrevue, nous discuterons avec elle de son parcours, de sa ferme, des enjeux actuels en agriculture, de robotisation, de sa vision du métier d'agriculture dans la région et encore bien plus. Bonne écoute. Bonjour à vous, public à la maison. Bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Bédard. Donc, on s'est permis avant, après entrevue, de se tutoyer pour ceux et celles qui vont se poser des questions si jamais ça vous inquiète. Le tutoiement est permis aujourd'hui. Effectivement. Sophie, salut. Comment ça va? Ça va super bien. Merci pour l'accueil chaleureux. Ben, merci à toi d'avoir accepté. On avait essayé de se croiser quelques fois avant, ça n'a pas toujours marché, mais je suis bien content que tu sois là. Puis moi qu'on aussi. puisse avoir de belles discussions sur l'agriculture. Oui, effectivement, je suis prête. T'es prête? Ah ouais, vraiment. On se lance dans ce cas-là, c'est parfait. J'aimerais ça savoir, là, toi, une journée à la ferme, ça ressemble à quoi? Mais nous, c'est une ferme familiale, donc ça part tout le temps en famille le matin, jusqu'à ce qu'on puisse envoyer les enfants à l'école. Récemment, on s'est rénové pour avoir un robot de traite à la ferme, puis là, on a vraiment le bonheur de devenir des parents l'avant-midi, après ça, d'être des producteurs agricoles, d'être fermiers, d'être entrepreneurs, puis on retourne à la parentalité le soir, ce qui était très peu permis avant avec la traite des vaches au pipeline. Fait qu'on est vraiment heureux de le vivre là, pleinement. Puis, tu sais, c'est très rythmé aussi par les saisons. C'est sûr. Votre robotisation, là, si je me trompe pas, tu peux me corriger si je me trompe, mais je pense que ça date de 2024. Exactement. Ça a-tu changé vos vies? Comment ça se passe avec la robotisation sur la ferme maintenant? C'est un nouveau monde. Ouais. Je dirais pas c'est une nouvelle façon de produire. Ben oui, c'est une nouvelle façon de produire, en effet. Les robots, c'est vraiment une façon d'aller être plus performant dans nos entreprises agricoles. Ça allège vraiment beaucoup les tâches quotidiennes. Ouais. Je pourrais dire que je me suis délogée environ 3 heures par jour juste avec la robotique. Là. Par jour, c'est quasiment un avant-midi complet, ça? Exactement. T'es-tu capable de faire moitié-moitié avec tes journées? T'es-tu capable de faire d'autres choses le matin, puis tes après-midi y aller, puis travailler? Ouais. Puis pour résumer en bref, moi, j'ai toujours eu un jardin à la ferme pour la famille. Puis cette année, c'était la première année où j'étais capable d'être autosuffisante pendant 2 mois. Wow. Fait que c'est pour dire à quel point le temps que je ne passe plus à la ferme, je le passe ailleurs dans mon entreprise, là, sur la ferme, puis les enfants et tout. Maintenant, tu es capable de t'autosuffire avec le jardin que tu as fait en gagnant du temps avec la robotisation. Exact. C'est comme une roue. Oui. Fait que les bénéfices de ça sont incroyables. Ils sont incalculables, et non seulement pour tout ce qui entoure la ferme, mais pour à la ferme aussi. Là, la production a augmenté, le bien-être des vaches a augmenté. Ouais. Tu sais, pour vrai, là, tout a changé pour le mieux. Là. C'est tellement le fun. Puis comment est-ce que vous en êtes venu justement à cette conclusion-là que, OK, là, on passe à la prochaine étape, on robotise? D'où ça part, ça? Je trouve ça le fun que tu le demandes parce que c'est vraiment quelque chose qu'on martèle dans notre discours. C'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui, d'ailleurs. Dans le fond, nous, on avait une écœurantite aiguë de la traite. La traite, le matin et le soir, nous prenait environ 2 heures à 2. Fait que, tu sais, puis c'est toujours en même temps que les enfants ont besoin de leurs parents. Fait que ça venait vraiment lourd. Puis, tu sais, c'était lourd à vivre, c'était lourd à faire. T'es malade, mais il faut quand même t'en faire ta traite qui est longue et interminable. Fait qu'on a décidé d'avoir notre robot de traite en décembre 2023. Puis en décembre 2023, exact. Puis en décembre 2023, puis en septembre 2024, c'était fait. Fait que, tu sais, en dedans de même pas un an, on avait fait le choix, la budgétisation, les plans d'affaires, la recherche pour avoir les équipements usagés, tout ce qu'il fallait acheter neuf, la recherche pour virer la ferme à stabulation libre. Puis en septembre, c'était fait. Fait que toutes les étoiles étaient alignées pour qu'on puisse réaliser ce projet-là. Ben, c'est sûr, un processus, habituellement, tu sais, c'est-tu un processus qui, pour vous a semblé court? Habituellement, c'est-tu plus long? Parce que de la façon dont tu m'en parles, je veux dire, ça s'est quand même fait rapidement, le changement, là. Fait que, tu sais, c'est-tu généralisé, habituellement? Ou... C'est très court si on compare à d'autres projets qui sont présentement en cours, qui sont venus voir la ferme, puis que maintenant, ils changent leur bâtiment, ils rénovent, hein? C'est pas des constructions neuves pour la plupart. C'est très court, mais c'était pas notre premier projet.
Tu sais, en 2019, nous, on avait rénové le bâtiment, mais gardé le plancher. Donc, on a creusé tout le tour, enlevé les murs, enlevé la toiture, on a tiré des vaches à belle étoile. Ah, mon Dieu. Puis, on a reconstruit, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler une coquille, si tu veux, là, la fondation, les murs, la ventilation, la finition intérieure, la luminosité. Ça, c'est un point quand même assez important dans la production laitière. Puis, vu que c'était déjà fait, mais nous, on a juste en 2024, comme améliorer ce qui manquait, être amélioré, puis c'était le plancher pour virer ça en stabulation libre. Ouais. Je t'écoute parler, là, c'est l'agriculture, ben en fait, dans la vie de tous les jours, je veux dire, il y a une augmentation du coût de la vie qui est flagrant, qui est visible, là, des équipements comme ça, des projets de la sorte, c'est-tu des gros investissements en termes de coûts, c'est-tu coûteux? Comment ça s'est passé? Nous, on aime bien dire tes choix, tes conséquences. Okay. Ouais. En agriculture, tout peut coûter très cher, mais tout peut être très bien planifié. Nous, à la ferme, ben, c'est mon mari qui est le directeur général de l'entreprise. Moi, je suis la chargée de projet. Donc, bon, mais Sophie, on va avoir un robot. D'accord, comment on va le faire? Je suis retournée aux études aussi pour aller chercher des connaissances que j'avais pas pour créer le plan d'affaires, pour créer les budgets, parce que sinon, ben, tu fais affaire avec des gens qui vont te charger la palette pour le faire. Tu comprends? Les plans, c'est nous qui les a fait. La recherche des équipements, c'est nous qui les a fait. Fait que, tu sais, il y a un moyen de faire ça intelligemment en agriculture, mais c'est très facile de dire, bon, on va l'acheter nous, ça va être fait, puis on n'en parlera plus. Mais tu sais, au bout du compte, ta vache, ça donnera pas plus de lait parce que ton équipement est usagé, mettons. Fait que oui, ça coûte très cher. L'augmentation du coût de la vie, c'est aussi une augmentation du coût de production sur les fermes. Fait qu'il faut prendre ça en compte. Puis, mais tu sais, bien planifier vos projets, faire des recherches, puis faire quelques petits projets avant aussi, ça peut peut-être aider, là. C'est sûr qu'on se lance pas dans une rénovation qui dure 3 semaines sans n'avoir jamais fait, là. Nous, ça a duré 15 jours, hein, de contracteurs, là. Ouais, fait que en 1 mois, tout est fait, là. C'était rapide. Ça a été rapide quand même. Fait que en fait, comme dans toute bonne sphère de la vie, il faut juste que tu prépares bien tes affaires et que tu sois structuré. Fait que j'imagine que d'un domaine à l'autre, ça change pas grand-chose. Il faut aussi être l'expert de nos propres entreprises, je pense. Tu sais, le monde agricole, c'est vu comme des fermiers, là, mais on est aussi des entrepreneurs, on est des producteurs, tu sais, là, ça vient de tous les côtés, les normes, les coûts, etc. Fait que soyez l'expert de votre propre entreprise, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre. Oui, absolument. Tu sais, savoir... Non, pas de problème. C'est vrai que c'est un concept qui est oublié. Oui, vous êtes des agriculteurs, mais à la base, vous êtes des entrepreneurs. Je veux dire, ça prend quand même ça prend la fibre entrepreneuriale pour être un producteur. Là. Ben, surtout en 2025. Là. Ben oui, puis justement, dans ton métier, dans ton quotidien, à quel point est-ce que ça t'impacte justement c'est l'entrepreneuriat, la partie entrepreneuriale? Est-ce que tu aimes ça, tu sais, dans ton quotidien? Est-ce que tu t'en servi beaucoup? Ben, moi, j'étais en production laitière, mettons, c'est le revenu principal de la ferme. Mais je sors très facilement de ma ferme pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Le côté entrepreneurial, je vais le voir, mettons, pour des fermes qui se sont parties en 20. Production caprine. J'adore aller visiter les fermes qui se sont parties en maraîchage biologique puis sur petite surface. Les nouveaux producteurs d'acériculture dans notre région, producteurs de petits fruits, des producteurs d'œufs. Moi, j'ai déjà essayé d'avoir 50 poules pondeuses à la ferme. C'était un succès monstre jusqu'à ce que j'essaie de vendre toutes les œufs. Ah ouais. Tu sais, dans notre région, tout le monde a des poules. Fait que, bon, là, je l'ai vu là. La mise en marché, là, c'est vraiment, je trouve, le côté d'entrepreneuriat qui est le plus difficile dans le monde agricole parce que c'est tellement simple d'aller à l'épicerie, dans le monde dans lequel on vit, que mobiliser les gens pour aller directement sur ta propre entreprise, puis là, je parle pas juste de la mienne, là, c'est vraiment le côté le plus difficile de la production agricole. Ouais. Je t'écoute depuis tantôt, là, puis il y a une chose qui me vient en tête, c'est que t'as l'air occupé, t'as l'air impliqué partout. Puis là, récemment, t'as fait un retour aux études. Fait que t'es maman, t'es productrice laitière, t'es retournée à l'école, t'es impliqué, on en parlera tantôt, mais t'es impliqué avec, le nom m'échappe, là, mais... École au champ. École au champ, exactement, c'est ça. T'es impliqué avec École au champ. Comment tu gères tout ça? La conciliation se fait comment là-dedans? Mes choix, mes conséquences. Tes choix, tes conséquences? En fait, c'est sûr que ça paraît beaucoup, là, mais la robotique a amené vraiment cette liberté-là. Puis tu sais, on a une petite entreprise, là, on n'en a pas parlé, mais nous, on a 51 vaches en lactation. Puis on envoie nos vaches au pâturage l'été. Ouais. Nos objectifs de performance sont pas si élevés que ça. Puis on les atteint d'ailleurs pas mal plus rapidement depuis qu'on est robotisé. Là. Je pense
il faut juste suivre ce qu'on aime faire. Puis je trouve ça beau, l'agriculture, quand on en parle comme une aventure. Ouais. Je vais souvent dire, moi, l'agriculture, c'est mon aventure d'une vie. Certaines, tu sais, il y a des saisons où il faut que tu donnes ton max. Puis il y a des saisons où c'est plus doux, que tu peux faire d'autres choses, comme aller à l'école. Nous, c'est un choix là, qu'on a fait ensemble, moi puis mon mari, moi puis mes enfants aussi, de retourner à l'école. J'ai fait le parcours de la reconnaissance des acquis avec le cégep de Victoriaville. Dernièrement, j'ai fait une petite apparition là, dans leur conférence pour partager mon expérience. Mais tu sais, pour moi, ça a été comme bénéfique. Là. Après ça m'a permis de débloquer des compétences pour être autonome sur mon entreprise. Fait que, oui, pendant un certain temps, tu donnes là-dedans, mais c'est aussi un monde de découverte. Là. Ouais, vraiment. Je prends la balle au bon parce que tu as parlé de pâturage. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques pour ceux et celles à la maison qui comprennent un peu moins ça. C'est quoi le pâturage? Après ça, je te poserai une autre question. Mais je veux juste t'entendre sur le pâturage. Si tu pourrais leur expliquer. Si tu pouvais leur expliquer. Je vais résumer en c'est un mode de vie. Ouais. C'est vraiment un mode de vie. Dave a acheté l'entreprise à sa mère. Son père et sa mère travaillaient fort. Et puis, ça a tout le temps eu les vaches au pâturage. Ça veut dire que les vaches sortent dans la grande saison des pâturages à l'extérieur, manger le foin directement dans le champ, déposer leur petit paquet d'or directement dans le champ. Pour après ça, rentrer pour la traite. Dave a toujours continué cette tradition-là. J'ai toujours appris à faire mon métier de cette façon-là. Nos budgets ont été faits avec cette conséquence-là, je peux dire, parce que l'été, on fait moins d'argent que l'hiver. Ouais. Quand les vaches sortent dehors, mais ton revenu, il change. Mais on a toujours créé nos plans d'affaires en gardant les vaches à l'extérieur. Fait que, tu sais, c'est vraiment un choix d'entreprise, mais c'est un choix de vie. Là, nous, voir les vaches à l'extérieur, c'est la plus belle affaire de notre vie. Aller les voir au champ, puis... Dans leur habitat naturel. Exactement. C'était ça ma prochaine question, en fait. Pourquoi vous faites le pâturage, en fait, chez Ferme Panama? Pourquoi? Bien, on l'a tout le temps fait par... convention, si tu veux. Ouais. Mais plus on en fait, puis plus on s'informe, ben c'est comme rendu de mise en 2025 de faire sa part pour l'environnement, si tu veux. Moi, je fais quand même beaucoup de recherches où je m'intéresse beaucoup à la régénération de la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement. Fait que la régénération, mais là, c'est large. Mais quand on voit une vache aller à l'extérieur qui, elle, va... faire son petit cadeau. Puis là, tu vois les insectes venir pondre leurs larves là-dedans, les oiseaux venir manger. Puis ça fait plus d'oiseaux sur la ferme. Puis eux viennent manger des baies qui vont pondre, qui vont laisser ces graines-là ailleurs. Donc, ça a vraiment une roue intarissable, si tu veux, là, d'un écosystème qu'on peut créer à partir des vaches qui vont à l'extérieur. Puis je consciente là, qu'en 2025, on n'envoie pas un troupeau de 350 vaches à l'extérieur. Donc, nous, on peut encore se le permettre parce qu'on a décidé de rester petit, mais c'est pas quelque chose qu'une entreprise peut choisir du jour au lendemain je voulais aussi, c'est aussi important de dire que oui, nos vaches ont cette chance-là d'aller à l'extérieur, mais c'est pas parce que les troupeaux de vaches sont à l'intérieur qu'ils sont pour autant moins bien. Ouais. Une vache, c'est bien dans une ferme, puis c'est bien quand elle a un fermier. Ouais. Après, ça change. Dans le fond, c'est bien que tu fasses la nuance parce qu'il y en a qui pourraient se dire s'ils sont en dedans, ça veut dire qu'ils sont malheureux, mais pas nécessairement, de ce que j'en comprends. Là. Une vache, c'est très routinier. Ouais. Fait que même que nous, en les envoyant à l'extérieur comme ça brise leur routine. C'est long avant qu'ils s'en fassent une nouvelle. Fait que là, on pourrait voir le stress arriver chez nos animaux. Okay. Mais tu sais, on le fait très doucement, on le fait dans leur rythme à elles. Mais sachant ça, je ne crois pas, puis même que mes vaches, présentement, sont à l'intérieur depuis le mois d'octobre, puis ils sont super bien, là. Bon. Eux, ils se font une hiérarchie, puis ils sont heureuses, entre eux, puis tant qu'ils ont un fermier, quelqu'un qui s'en occupe. Exact. Sensible, puis à l'écoute, puis qui comprend, mettons, une vache, elle a besoin de quoi, comment ça va, comment ça vend, comment ça mange, tu sais, comment créer sa routine. Ouais. Tant qu'elle n'est pas déstabilisée, pour vrai, là, la vache, son environnement naturel, c'est une ferme. Je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire parce que des fois, on a peut-être la conception que les fermiers et leurs animaux, il n'y a pas nécessairement de proximité entre eux, mais est-ce que toi, justement, c'est important d'être proche de tes animaux puis d'apprendre à les connaître? Oui, vraiment. Puis ça l'était un mythe, hein, parce que attacher tes vaches, tu vois tous les jours, tu les touches, mais tu les traites. C'est ça. Puis là, quand on les a virées lousses, on était comme, oh mon Dieu, ils viennent nous voir. Puis là, tu sais que la 20, elle aime pas personne, puis elle aime pas ça se faire déranger, puis elle mange tout le temps toute seule, puis elle se couche d'un coin. Mais tu sais que la 25, elle va venir te voir aussitôt qu'elle t'entend fermer la porte, là. Fait qu'il se crée aussi
Ah, mais c'est mon fermier, là, tu sais, je vais aller le voir. Puis, fait que les journées où ça va moins bien, mais t'as quand même ta numéro 25 qui vient chercher son petit câlin. Puis, et vice-versa aussi, j'imagine, tu dois connaître les habitudes de tes vaches aussi. Oui. Autant qu'elles te connaissent, mais tu sais, c'est un échange, là, ça va. Oui, vraiment. Puis le bien-être animal, je pense, des animaux, ça va vraiment passer par là dans l'avenir d'avoir quelqu'un qui est capable de travailler dans la ferme sans les déranger. Puis la vache ne se sent pas stressée parce qu'il y a un employé ou, tu sais, par son passage. Moi, je fais tout mon ouvrage. Puis les vaches se tassent pas, ne se lèvent pas. Si elles veulent se lever, c'est parce qu'elles se lèvent. Tu sais, c'est de créer cette ambiance-là. Cette dynamique-là. Oui, vraiment. Cool. Hey, je t'entends parler depuis tantôt aussi, puis vous êtes très dépendant des saisons, j'ai l'impression, en agriculture. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi le rôle des saisons dans ton travail? Qu'est-ce qui peut venir nuire? Qu'est-ce qui est avantageux pour toi? Comment tu joues avec les saisons? Ben, c'est sûr, dans la production laitière, je le vois beaucoup comme l'hiver, on planifie, puis à partir du printemps, on est dans le jus jusqu'à l'automne. Mais même en maraîchage biologique ou même dans les petits fruits, tout l'hiver est fait à la planification. Hein? On veut savoir la première journée qu'on va planter, puis la dernière journée qu'on va récolter, puis ça va nous prévoir. Il y a quand même une très grosse planification qui se fait l'hiver. Fait que l'hiver, c'est plus doux, c'est plus calme. C'est surtout un moment où on va faire de la réflexion. Est-ce qu'on a bien fait ça? Comment ça a été? Comment est-ce qu'on va améliorer notre bénéfice net l'année prochaine? Puis dans la production de moutons, de chèvres, je le vois beaucoup comme eux, ils prévoient la mise bas l'hiver, puis parce qu'il y a des saisons où c'est plus payant d'en faire. Fait que ça, moi, j'ai découvert ce monde-là très récemment, puis ça m'a fasciné comment ils sont capables de tirer leur épingle du jeu, peu importe la saison, là. Puis sinon, mais l'été, c'est tout le temps... Moi, les animaux à l'extérieur. J'ai commencé à élever des poulets à l'extérieur, des dindes aussi, mon jardin, le verger, la forêt nourricière. Tout prend de l'ampleur, mais c'est une année à la fois. À recommencer à chaque année? À recommencer ou tu sais, à attendre que bon, l'année prochaine, ça va aller mieux, ou attendre que l'année prochaine, ça va être c'est ça qu'on voulait, tu sais. En 10 ans, là, mon jardin, c'est long avant d'avoir l'efficacité qu'on avait planifiée la première année. Tu lis le livre de Jean-Martin Fortier, puis là, tu capotes, puis t'es comme, ça va être malade! Puis ça prend 10 ans avant que ça soit malade. C'est ça. Puis, mais oui, les saisons, puis aussi, je dirais... comme là, il y a une sécheresse vraiment... Justement, l'été dernier, je pense qu'il y a eu une grande période de sécheresse. Comment ça se passe? Comment tu gères ça, une période de sécheresse de la sorte? Là? Notre réflexe premier est d'aller voir nos ancêtres, en fait, ceux qui l'ont déjà vécu. Puis ce qu'ils nous disaient, c'est que nous, on l'a jamais vécu aussi longuement. Fait que quand c'est long comme ça, tu sais pas quand est-ce que ça va finir. Puis à tous les jours, tu te dis, ben c'est correct, si demain ça revient, là, on va être correct. Mais si ça dure encore 3 jours, mais là, tu sais... Fait que non, ça a été un très grand défi. Et pas juste à la ferme, mais à grandeur de la province. Là, souvent, ça va être tu sais, est-ce que nos récoltes vont être bonnes? Est-ce qu'il y a eu... À grandeur de la province, on a noté une diminution de la quantité de matière grasse dans le lait. Fait que, tu sais, si on peut on pourrait dire par rapport à ça qu'il y a eu une baisse de revenus sur les fermes. Qui serait lié à la sécheresse. Oui, à la chaleur, à la sécheresse. Fait que là, après, c'est d'année en année, il faut écouter ce qui s'est déjà arrivé. Moi, ce qui me préoccupe par rapport à ça, ça va être comment est-ce qu'on va... se partager les ressources naturelles dans l'avenir. Parce que si c'est arrivé une fois, ça va réarriver. Et combien de fois? Puis, quand les villages manquent d'eau, qui on va aller voir? Est-ce qu'on va voir les fermiers? Mais si les producteurs agricoles ont besoin de l'eau, comment est-ce qu'on va se partager ces ressources-là? Puis, autant au municipal que dans le monde agricole, je trouve que c'est vraiment rendu de mise d'avoir un plan d'action. Puis, mais moi, c'est vraiment ce que je retiens de ça, à part qu'on était très créatifs sur la ferme pour avoir de l'eau, là. Pas de choix. Puis que j'ai vraiment vu des producteurs aller chercher les seines dans le fond de leur bas de laine pour avoir un puits, pour avoir de l'eau. Puis tant que j'ai vu d'autres producteurs aller charrier de l'eau, à s'en rendre noir jusqu'ici, là, jusqu'à la fin, là, la pluie, c'était une bénédiction cette année. Oui, c'est sûr que oui. Vous deviez tellement être content d'avoir enfin... de la pluie là, pour éviter la sécheresse. Comment tu décrirais la capacité d'adaptation d'un agriculteur? Illimité. Illimité? On est des ingénieurs, ceux qui sont en production agricole sont nés avec un le plan... illimité. Ouais. Illimité. Puis je pense vraiment que c'est
la base de la société, là, d'être débrouillard comme ça. Puis ça donne bien, on est tous des producteurs agricoles. Ben c'est ça, pas juste en agriculture, en fait, c'est un peu partout. La débrouillardise, ça en prend, surtout aujourd'hui, là, avec... Puis il faut, parce que on se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues année après année, une réglementation plus difficile. C'est vraiment pour tirer notre épingle du jeu, il faut être vraiment créatif puis savoir ce qu'on aime faire. J'ai reçu Mme Julie Bissonnette récemment, je dirais, c'était vraiment une belle discussion qu'on a eue. Il y a environ 1 mois et demi, puis on a beaucoup parlé de lourdeur administrative. C'était tombé comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte au quotidien, la lourdeur administrative sur les fermes? J'ai envie de te dire que oui, mais en même temps, c'est sûr que là, il y a comme 2 côtés à la médaille, OK? Moi, le côté que je vais te présenter, c'est celui qui fait en sorte qu'ici, au Québec, on se démarque. Au Québec, on fait de l'agriculture environnementalement positive. On fait une agriculture qui est environnementalement saine. Si je compare à ce que, mettons, nos gouvernements mettent en place comme projet, mais jamais en agriculture, on aurait eu le droit de faire ces choses-là, tu comprends? Fait que moi, puis même les producteurs laitiers du Québec, les producteurs laitiers du Canada, on se met des cahiers de charges quand même assez élevés pour se comparer à d'autres pays, puis dire, OK, moi, nous autres, là, ça va vraiment bien dans notre pays, là. Fait que j'ai envie de te dire que tout le temps, 2 côtés à la médaille, puis que les gens qui nous écoutent puis qui entendent l'odeur administrative, oui, c'est vrai que pour la dame qui veut se partir en poulet de chair, élever à l'extérieur, puis aller chercher son quota de la relève, pour elle, la lourdeur administrative, elle en vit jusqu'ici, là, parce qu'elle va être rebutée, puis ça va y empêcher d'avoir le revenu nécessaire pour faire vivre sa famille. Puis de l'autre côté, ça, c'est une partie, mais de l'autre côté, il y a toute la lourdeur qui fait en sorte qu'on est irréprochable, qu'à chaque année, on devient de plus en plus résilient, de plus en plus modèle, si tu veux. Fait que, tu sais, il y a tout le temps cette... Oui, l'espèce de 2 côtés, une médaille, justement, qu'il faut voir les 2 côtés. Mais c'est vrai, ça met des bâtons dans les roues, mais ça assure aussi à notre clientèle ici, nos familles du Québec, que notre agriculture, elle est saine, puis c'est important, tu sais, s'y attarder, puis de peut-être le mettre en priorité. Récemment aussi, j'ai reçu Rebecca Durocher-Bergeron, qui est à la MRC, qui est venue nous présenter son projet de formation avec le cégep de Victoriaville. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Les formations de la relève. OK. C'est ça. Fait que je me demandais, la relève, selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne relève chez les agriculteurs? Puis comment tu es capable d'aller chercher cette relève-là pour les inciter justement à comme voir que crime, il y a des super bons côtés à l'agriculture? Mais je trouve ça le fun que tu en parles parce que la relève agricole, vous, là, quand vous étiez à l'école, combien de fois on t'a dit tu peux être fermier? Jamais. Ça part de là. Fait que, tu sais, nous, nos enfants à l'école, ils se font jamais dire qu'être producteur agricole, c'est une job. Ouais. Moi, tu m'aurais dit ça à 5 ans, rendue à 13 ans, très active, j'aimais me surpasser, j'étais très autodisciplinée, c'était une belle carrière dans les cadets, je me cherchais, je voulais être autonome, je voulais me surpasser. Ben, avoir su que je pourrais être productrice agricole, je serais peut-être allée à l'école là-dedans, tu comprends? Fait que moi, je pense que ça part vraiment d'une vieille culture d'aller à l'école, aller au cégep, trouvez-vous d'une bonne job en bureaucratie. Mais on a oublié de dire aux gens qu'être producteur agricole, c'est une belle façon d'être libre de ton horaire, de te surpasser, d'être en forme, de bien manger, de prendre soin de l'environnement. Fait que il y a une partie que je pense qui part de l'éducation. Puis après, ben là, en production laitière, quand on prévoyait notre projet, beaucoup de gens sont venus visiter la ferme et étaient « Hey, nous, on veut un robot pour notre relève agricole. » Est-ce que c'est la relève agricole qui va amener la robotique ou c'est la robotique qui va faire en sorte qu'on va rétentionner la relève? Oui. Bien, je crois fortement que oui. Ouais. Je vous l'annonce, là. C'est vraiment un beau mode de vie. En fait, tu penses que c'est la robotisation, justement, c'est l'aspect de... que ça facilite la tâche qui va être attrayant pour une relève de venir s'installer? Oui, parce que tu peux avoir une plus petite entreprise, tout aussi rentable, sans mettre 80 heures par jour dans ton entreprise, d'en venir noir, tu vas pouvoir retourner voir tes enfants. Je crois vraiment que la robotique te permet d'être performant puis de bien en vivre, si tu fais tes bons choix, évidemment. Oui. Puis que tu t'informes bien, tu sais, présentement sur les réseaux sociaux, c'est « Ah, mon Dieu, ma blonde, elle me voit plus jamais, nanana. » Ouais, mais peut-être qu'à un moment donné, on est allé loin dans les entreprises agricoles, mais il faut revenir aussi aux
aux entreprises familiales. Mais en même temps, tu dis ça, mais moi, j'en veux de la relève. Là. Ouais. Tu sais, le nombre de jardins maraîchers que je suis allée voir qui fonctionnent très bien, qui font des beaux paniers. Juste ici à Inverness, ça fonctionne à peine à la planche. Tu sais, l'élevage de moutons, comme je te parlais tantôt, des beaux agneaux lourds abattus, des petits fruits, des vergers qui poussent, puis des forêts nourricières, des champignonnières. Moi, je pense que notre territoire est très diversifié, tellement que notre modèle s'exporte, tu sais. Ouais. Fait que, moi, je la vois à la relève. Il faut juste s'y attarder, puis sentir aussi qu'ils font partie de notre communauté. Là. Exactement. Je pense que c'est la nuance. Ce que je voulais dire, c'était pas nécessairement qu'il n'y a pas de relève, parce que je sais que c'est pas nécessairement un enjeu, mais c'est de comment bien accompagner cette relève-là, puis de bien les guider, puis de bien les informer sur c'est quoi réellement être un agriculteur. Mais là, justement, avec la robotisation, c'est super parce qu'on retourne 10-15 ans en arrière. C'est plus la même chose qu'aujourd'hui, j'imagine. Ça a tellement évolué. Ben, juste 2 ans en arrière chez nous, tu sais. C'est ça, exact. Le métier a dû changer aussi en cours de route. Les normes environnementales ont changé, la vision des producteurs écoles a changé. Tu sais, à cette heure, ils veulent pas juste produire du lait, ils veulent produire le meilleur lait de haute qualité avec les normes demandées, tu sais, un taux de ratio de matière grasse qui va satisfaire le taux de protéines dans le lait. Fait que, tu sais, non seulement, puis même dans le poulet, il faut avoir le bon poids au bon moment, qui ont mangé tant, tu sais. Très réglementé, en fait. Exactement. Puis oui, ça peut sembler lourd pour quelqu'un de la relève, mais il faut juste leur laisser... Puis tu sais, tantôt, je te parlais de mise en marché, là. Je crois vraiment qu'il faut leur faire une très grande place sur nos tablettes, une très grande place dans notre mode de vie, là. Puis pas juste, mettons, la balade gourmande, là. Oui. Comment tu ferais ça? Seigneur, j'ai tellement d'idées, là, mais tu sais, les épiceries, je ne crois pas qu'ils vont fournir comme ça encore très longtemps, là. Okay. Puis on voit beaucoup d'initiatives dans les épiceries pour les producteurs locaux. Juste ici, à Plessisville, on peut voir les tomates de Laurierville, là. C'est malade, là. Fait qu'après ça, tu sais, c'est de les mettre en valeur, puis c'est sûr qu'il va y avoir des instances plus généreuses que moi qui vont pouvoir mijoter là-dessus, mais juste de marteler ce message-là, que cette relève-là, elle a besoin d'une mise en marché constante, là, puis de les aider là-dedans aussi, de leur faire une très grande place, puis de les laisser venir ici aussi, là. Oui, absolument. Je t'ai entendu dire que le modèle de l'agriculture, présentement, est exportable. En quoi ce modèle-là, il est exportable? Est-ce qu'on le voit ailleurs? Est-ce que c'est propre à ici? Pourquoi est-ce que, selon toi, c'est exportable? Pourquoi? Bien, dans le Nord, j'ai l'impression... Bien, je vais dire le Nord, là, parce qu'on est au Nord. Dans le Nord, j'ai l'impression qu'on est très créatif pour faire avec ce qu'on a. Le modèle à Jean-Martin Fortier, qui est de culture maraîchère biologique sur petite surface, ont eu cette année leur premier colloque mondial de l'agriculture biologique sur petite surface. On a beaucoup de producteurs qui font des fleurs, très près d'ici, qui sont des perles. Et puis, ça contribue vraiment beaucoup à l'agro-environnementalité saine, puis d'une alimentation saine aussi, là. Pourquoi c'est exportable? Mais parce que c'est simple. Il faut juste du monde avec une très grande volonté, puis tout le monde va avoir besoin de manger un jour. Fait que... puis c'est des cultures qui sont résilientes. Maintenant, les grandes cultures ici, là, on fait des cultures de couverture, des cultures intercalaires. Nos producteurs de grains ici là, sont très innovateurs. Ils font des semis-directs pour pas bouger le sol, pour être sûr que ce soit le plus rentable possible pour le sol, mais pour dans le temps aussi. Fait que non seulement ils sont des pionniers, mais ils sont aussi des modèles à suivre, là. Vraiment, c'est tellement intéressant. On pourrait en parler encore super longtemps. Je vois le temps filer. Bon. Agricultrice de l'année. Ça, c'est un prix qui t'a été remis il y a de ça, je pense, un mois et demi? Oui, en octobre. En octobre dernier. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour toi? Sur le coup, mais tu sais, je me comparais aux femmes de mon rang, là. Tu sais, je compare à Claudine qui gagne le meilleur lait de qualité à chaque année, à Joanie, ma voisine, qui, elle, reprend la relève tu sais, à elle, tout seule, surtout ces temps-ci. Mais je commence à comprendre que c'est que des messages qui doivent être martelés, soit au niveau municipal, soit au niveau fédéral, soit avec nos députés. Puis j'ai cette facilité-là à aller de l'avant avec ces messages-là, que l'agriculture d'ici, c'est un pilier important de l'économie, de la santé, de l'environnement.
Puis il m'était remis parce que j'ai aussi des beaux projets à la ferme qui sont inspirants. Puis ça représente un bel honneur, en fait, là. Maintenant, je sais que c'est aussi un prix communautaire. Je vais à l'épicerie, puis je m'en fais parler à toutes les épiceries. Je me rends compte que l'agriculture crée une très grande curiosité dans notre communauté, même si on est une communauté très agricole. Tout le monde a des questions. Tu sais, avant, on avait un cousin de ma tante, un mon oncle qui était producteur. Je suis rendue la cousine de ma tante puis la mon oncle de tout le monde. OK. Quel genre de questions tu te fais poser? Comment tu fais pour envoyer tes vaches dehors? Une vache, ça mange quoi? Ben là, nous, chez nous, ils mangent, tu sais, tu comprends? Ton jardin, comment ça, il est gros même, tu sais? Les poulets, comment ça, tes élèves dehors? Tu sais, on voit plus ça. Fait que les gens, ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait ici, puis je me permets là, de prendre du temps pour leur répondre. Récemment, le service d'incendie en prévention des incendies, tu sais, ils m'ont sensibilisé au fait que durant une sécheresse, il peut arriver beaucoup de malheur. Fait que, tu sais, je m'étais porté la voix, puis... Tellement, j'ai oublié de te poser la question tantôt, mais justement, dans une période de sécheresse, est-ce que tu collabores avec le service incendie? Comment ça fonctionne? Est-ce que le service incendie, justement, eux viennent sur vos terres pour faire des formations? Y a-t-il quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Présentement, en fait, ils sont mobilisés pour être dans chacune des entreprises agricoles juste pour allumer des lumières qu'on a oubliées. Par exemple, tu sais, une rallonge qui était temporaire, devenue permanente. Tu comprends? Fait qu'eux vont la voir, puis vont faire... Il faudrait comme qu'ils interviennent, mais nous, on le voit plus sur nos entreprises. On le voit pas, le foin d'enfants, on le voit pas. Puis eux sont formés justement pour nous aider à garder nos bâtiments en vie, nos troupeaux en vie. Fait que moi, j'avais été bien sensibilisée à ça, puis je le sais que les producteurs sont comme, ben ouais, une inspection de plus, là, tu sais, comme si c'était pas assez. Mais ils ont vraiment une belle approche, je trouve, dans notre MRC, qu'il n'y a pas ailleurs. Une approche très humaine. Ils vont aussi aller, tu sais, s'inquiéter. Toi, ça va-tu, sur ta ferme, là? Comment ça va cette semaine? Ah, OK. Proximité, là, vraiment ils sont soucieux. En fait. Ils sont capables de ramener ça à la travailleuse de rang, ils sont capables de ramener ça... Tu sais, ils savent là, qu'ils te dérangent d'un sens, mais ils sont obligés de faire ça parce qu'eux, ils envoient des troupeaux mourir, là, puis ils envoient des pertes financières tristement énormes, là. Fait que c'est ça. Puis dans notre immersion, les chanceux sont fins, puis ils sont sensibles, oui. Tantôt, on a mentionné rapidement Écolochant. J'aimerais ça qu'on termine avec ça. OK. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer avec Écolochant? Si tu pouvais me parler un peu plus de tout ça, de ton implication avec eux. Mais je suis une femme, je suis productrice agricole, je suis propriétaire de ma propre entreprise, copropriétaire, associée. Puis ça, on le voyait rarement, là. Puis quand j'ai vu ça passer, on en a parlé tantôt. Aller dire aux jeunes qu'être producteur agricole, c'est une job, il faut le dire de bonne heure. C'est juste pour ça. Puis oui, l'École au champ a des beaux programmes. Demandez-leur d'envoyer ça dans vos écoles. Là. C'est magique ce qu'on vit avec les étudiants. Là. C'est beau. Du petit jeune âge jusqu'à la polyvalente, la Samar, là, c'est des interventions qui vont changer leur vie puis les inciter à s'intéresser, en fait, là, au monde agroalimentaire. Mais c'est juste ça, c'est d'aller faire une présence agricole pour leur rappeler que des œufs, ça pousse pas dans une épicerie. C'est ça. Et ce n'est pas un produit laitier non plus. Super. Sophie Bédard, agricultrice de l'année. Merci d'être venue me rencontrer puis pour cette super belle discussion-là. C'est très apprécié. Ben merci à toi. Merci. Merci à Sophie d'avoir été aussi généreuse de son temps. Au cours de cette entrevue, nous avons abordé plusieurs réalités du milieu agricole, notamment la robotisation des fermes, les enjeux liés à la relève agricole et la grande capacité d'adaptation des agriculteurs face aux défis actuels. Nous avons également discuté de l'impact des saisons sur le métier et des ajustements constants que cela exige au quotidien. À travers son parcours, Sophie Bédard nous a permis de mieux comprendre les transformations du secteur agricole et les enjeux auxquels font face les producteurs de la région. Encore une fois, merci à vous, cher public, d'avoir été au rendez-vous. C'était Jacob Pienville à la TVC.